Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui, comme vous le savez, est consacrée aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Alors, cette nouvelle édition s'inscrit dans la 5e saison des figures marquantes, déjà, 5e saison qui porte sur le 20e siècle, le siècle de grands bouleversements, de la Révolution tranquille. Alors, ce soir, il sera question d'une femme qui a été une militante très importante dans le féminisme québécois, dans l'histoire du mouvement féministe québécois, Idola Saint-Jean, qui est née à Montréal en 1879 et qui est décédée à Montréal aussi en 1945. Idola Saint-Jean, donc, qui a été une pionnière, il manquait cette femme à notre palmarès. Nous avons déjà parlé dans les figures marquantes d'autres grandes figures, d'autres pionnières du mouvement féministe. Nous avons parlé de Marie Gérin-Lajoie avec Karine Hébert, de Thérèse Casgrain avec Nicole Forget, et même d'Eva Circé-Côté avec André Lévesque, toutes des biographes de ces personnages. Donc, il manquait un personnage très important dans ce palmarès, Idola Saint-Jean. Alors, les mouvements sociaux, on le sait, sont souvent le fait de femmes et d'hommes qui travaillent dans l'anonymat, qu'on ne connaît jamais et qui portent des causes dans l'espace public très importantes et qui les défendent avec conviction. Mais ces mouvements sociaux, pour exister, ont besoin de figures de proue, de figures de proue qui vont les orienter politiquement et qui vont aussi souvent les inspirer dans l'action. Nul doute que Idola Saint-Jean a fait partie de ces grandes figures de proue du mouvement féministe au 20e siècle. Idola Saint-Jean, au départ, un peu comme Gabrielle Roy, dont nous avons parlé récemment, rêvait d'être actrice lorsqu'elle était toute jeune et par un concours de circonstances malheureux, son père est décédé, elle était fille unique et elle est donc devenue, par la force des choses, soutien de famille. Elle s'est donc dirigée vers une carrière d'enseignante, de professeur de diction, à une époque où on voulait revaloriser la langue française. Mais si on parle d'Idola Saint-Jean aujourd'hui, c'est moins parce qu'elle a été une professeure de diction, parce qu'elle a été une militante. En 1927, elle fonde, avec d'autres, l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes. Et comme porte-parole de ce mouvement, elle va prononcer de nombreuses conférences, prononcer aussi des causeries à la radio, la toute nouvelle radio de CKAC, qui a été fondée durant les années 20. Elle va aussi, évidemment, écrire beaucoup, des textes, notamment dans un journal qui s'appelle La Sphère féminine, un journal important dans lequel elle va exprimer ses opinions au fil des années. Donc, son combat pour le droit de vote des femmes, mais aussi pour d'autres combats sociaux dont nous reparlerons, eh bien, ce combat se soldera par une belle victoire en 1940, lorsque Adélard Godbout, le gouvernement d'Adélard Godbout, en 1940, adoptera finalement la loi qui va octroyer le droit de vote des femmes. Pour nous parler donc d'Idola Saint-Jean, cette battante, cette militante, nous avons invité celle qui a coécrit avec Michel Stanton-Jean sa biographie, une biographie qui est parue relativement récemment chez Boréal. Notre invité a été membre du collectif Clio, à qui on doit la première grande synthèse d'histoire des femmes au Québec, un livre qui a connu un beau succès et qui a été réédité. Elle a été aussi présidente du Conseil du statut de la femme et a dirigé plusieurs organismes québécois paragouvernementaux, dont le Conseil des arts et des lettres du Québec. Je vous prie d'accueillir Madame Marie Lavigne. Bonjour Marie Lavigne. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Prenez place. Merci. Alors donc, on va aujourd'hui parler donc de ces grands personnages et aussi inspiré donc de cette biographie que vous avez coécrit avec Michel Stanton-Jean. C'est un projet, vous l'expliquez au début ou à la fin, je ne me souviens plus, mais vous expliquez que ce projet de biographie, vous le caressiez depuis très longtemps. Vous rêviez d'écrire cette biographie. Alors, comment avez-vous découvert ce personnage d'Idola Saint-Jean? Comment est-il arrivé sur votre route? Oui, bien, d'abord, je dois dire que c'était d'abord et avant tout le rêve de ma co-auteure, Michel Stanton-Jean, qui avait déjà écrit une courte biographie d'une 30aine de pages dans le cadre d'une série qui s'appelait « Mon héroïne ». Et c'était toujours demeuré plus ou moins son héroïne tout ce temps-là. Et Idola Saint-Jean, on l'a rencontré parce que vous avez mentionné le collectif Clio. Nous étions 4 historiennes et quand on travaille sur le 20e siècle, c'est impossible de ne pas la rencontrer. Elle était partout.
partout. Et c'est un personnage qui, on la voyait un endroit et l'autre, et je pense qu'on était surtout très, très impressionnés par son discours, par un discours très, très moderne et très différent de ce qu'on voyait ailleurs. Et finalement, je pense que quiconque s'est intéressé à l'histoire du Québec à cette période ne pouvait pas passer à côté de ce personnage. Est-ce que l'écriture de sa biographie, donc de sa vie, posait des défis particuliers aux historiennes que vous êtes? Il y a eu avant d'autres biographies qui ont été faites, celle de Gérin Lajoie ou de Thérèse Casgrain. C'est parce que c'est une personne qui n'a à peu près rien laissé sur sa vie personnelle et n'a pas laissé non plus, on n'a pas les archives non plus de l'association qu'elle a fondée, l'Alliance canadienne pour le vote des femmes. Alors, ça rebute un peu là, quand on n'a pas plus de sources que ça. Oui. Et c'était donc un parcours des combattantes là, pour reconstituer tous les éléments de cette vie assez exceptionnelle. Mais c'est un problème de source. C'est ça. Mais est-ce que finalement, vous en avez trouvé un peu quand même? Oui, parce que comme elle a été active dans plusieurs organisations, effectivement, on rencontrait son nom là. Et il y a aussi des choses il y avait quand même quelques documents qui étaient restés, qui avaient été déposés à la Ville de Montréal, aux Archives de Montréal, et aussi la sphère féminine qu'elle a rédigée. Donc, on voit beaucoup son action, sa pensée. Donc, ces éléments-là permettent là, de reconstituer le puzzle. Élément absolument merveilleux, la numérisation des journaux fait par BANQ, c'est une merveille et on espère qu'ils vont continuer de faire des bonnes numérisations comme ça parce que ça a fait un instrument de travail fantastique, là, où on découvre des choses uniquement grâce à ça. Donc, on découvre que la semaine avant son décès, elle enseignait encore, ses cours étaient annoncés dans le Devoir. Donc, c'est ces éléments qui, sinon, ça serait impossible pour qui que ce soit de redécouvrir des parcelles d'histoire. Est-ce que ce serait à cause de ce problème de source qu'elle a été peut-être un peu négligée ou qu'elle a été un peu moins connue que Marie-Gérin Lajoie ou Thérèse Casgrain? Ou est-ce que il n'y a pas quelque chose en lien avec la mémoire? On dirait que la mémoire l'a un peu oubliée. Oui, bien, il y a une question de mémoire. La mémoire, ça s'entretient, n'est-ce pas? Ça s'entretient s'il y a un livre qui est fait. Et à partir du moment où il y a un livre qui est fait, ça rentre dans les manuels d'histoire, dans les synthèses historiques. Pour la chance qu'a eue Marie-Gérin Lajoie, c'est que Marie-Gérin Lajoie avait fondé la première et plus grande fédération de femmes et avait laissé des archives. Et au début, quand il y a eu une renaissance du féminisme dans les années 70-80, la première chose que les gens qu'on a eu le goût d'étudier, c'était cette fédération et de découvrir l'immense personnage qui était Marie-Gérin Lajoie. Donc, à la suite de ça, il y a eu 2 biographies, dont celle d'Hélène Pelletier-Baillargeon, qui ont permis de l'inscrire, et on la retrouve, Gérin Lajoie, dans tous les manuels d'histoire maintenant. Thérèse Casgrain, c'est un peu différent. Thérèse Casgrain n'a pas pris de chance. Elle a écrit elle-même sa biographie. Et puis, donc, donc, ça reste dans la mémoire, mais aussi Thérèse Casgrain est beaucoup plus jeune que les 2 autres. Et elle a été un personnage politique actif jusque dans les années 80. Hein. Absolument, c'est vrai. Oui, on se souviendra qu'elle a parlé au Forum, et puis dans les années 80. Donc, et elle a été nommée sénatrice par Pierre Elliott Trudeau. Donc, c'est un personnage assez frais dans notre mémoire. Et elle a vraiment stimulé la mémoire des gens. Et enfin, ça a permis cependant qu'on ait une véritable biographie par la suite faite par Nicole Forgette, qui est venue ici. Mais ça aide beaucoup là-dedans. L'autre phénomène qui existe aussi, c'est que c'est une question de famille. Hein? Idala Saint-Jean, c'est une enfant unique. Hein? Elle est seule. Donc, elle n'a pas engendré, elle n'a pas eu de neveux et de nièces.
n'est-ce pas? Pour perpétuer peut-être la mémoire. Pour perpétuer et dire j'avais une tante extraordinaire. Et elle était célibataire, elle n'avait pas d'enfants, donc pas de descendants, personne. Donc, une personne seule, souvent c'est la famille qui tient à perpétuer le souvenir des gens et qui intéresse. C'est pour ça que c'est tous ces facteurs mêlés amènent une certaine forme d'oubli. Alors, on parle de Thérèse Casgrain. Évidemment, Thérèse Casgrain, c'est Thérèse Forget à l'origine, donc la grande famille extrêmement riche des Forget du début du 20e siècle. Idola Saint-Jean ne vient pas d'un milieu social de ce niveau-là, mais elle vient quand même d'un niveau, et vous le montrez bien dans la biographie, relativement aisé. Et même son père était assez prospère. Parlez-nous de ses parents un peu. Parlez-nous de sa famille, son milieu familial. Oui, effectivement, c'est la petite bourgeoisie montréalaise. Ça n'a rien à voir avec les Forgettes, qui est vraiment le Canadien français le plus riche. Donc, ça n'a rien à voir. C'est une bourgeoisie montréalaise. Et si on repart du côté de la mère d'Idola, la mère d'Idola est une Lemoine. Guyon dit Lemoine. D'ailleurs, Idola était souvent fière de dire mon ancêtre Pierre Lemoine. Bon, de revenir. Et le grand-père est un promoteur, est un homme d'affaires, mais aussi qui a de nombreuses propriétés. À titre d'exemple, il se fait exproprier des terrains qu'il a sur le Mont-Royal pour créer le parc du Mont-Royal par la Ville de Montréal. Et c'est un petit terrain d'1 500 000 pieds carrés. C'est assez gros. Donc, il en avait plusieurs comme ça. Donc, une prospérité évidente. Et du côté des Saint-Jean, c'est moins évident. Quelques petites maisons, ça et là, des tentes, mais c'est... Sauf que le père n'est pas n'importe qui. Oui. Le père d'Idola est un jeune avocat brillant qui devient criminaliste très connu, très, très célèbre pour les causes qu'il gagne. Et c'est aussi un vrai libéral. Un libéral, comme on dira, de principe, dans la pure tradition du libéralisme des Rouges et qui... et, semble-t-il, un orateur exceptionnel. Donc, il fait partie de toute une mouvance de jeunes qui ont gravité autour du Club national et qui ont fait pour Mercier et par la suite ont fait pour Laurier. Tout ce monde-là ont fait des discours électoraux, allaient d'une campagne électorale à l'autre. Donc, elle est élevée dans un milieu où les principes du libéralisme sont fondamentaux et les débats politiques existent. Donner un exemple de cette proximité, le bureau d'avocat dans lequel Edmond Saint-Jean travaille, il y a comme associé Laumergouin, qui deviendra premier ministre du Québec, Raymond Préfontaine, qui sera maire de la Ville de Montréal et ensuite ministre de Laurier, Robidoux, qui a failli être premier ministre, mais qui n'est pas devenu premier ministre, mais qui deviendra juge. Donc, 3 associés qui ont des carrières politiques fulgurantes. Alors, parlons maintenant de la formation. C'est une bonne élève, mais elle fait plusieurs collèges. Hein? C'est un peu comme si vous semblez dire qu'elle avait du mal à être pensionnaire. Ou... Oui, mais elle avait du mal à être pensionnaire. D'abord, comme beaucoup d'enfants de la bourgeoisie, ses premières années, c'est à la maison. Donc, et elle le dira plus tard, j'ai été une enfant extrêmement gâtée. Ma première éducation, je l'ai eue par des tuteurs privés à la maison. C'est à la maison. À 9 ans, on l'envoie au couvent Villa-Maria, chez les dames de la congrégation, où sa mère avait été avant, sa tante avait été, donc elle est là. C'est une enfant unique qui s'ennuie beaucoup, qui a peut-être une santé aussi assez fragile parce qu'on lui fait une diète spéciale. La mère paie, les parents paient pour qu'elle ait du lait parce que les sœurs ont des vaches aussi. C'est pas très loin, là, c'est à Notre-Dame-de-Grâce, mais à l'époque, c'est la campagne. Les sœurs ont une ferme et la petite Idola doit avoir son lait frais tous les jours. Elle est aussi assez gâtée parce qu'elle a sa chambre privée. Donc, mais elle fait des allers-retours, mais c'est fréquent aussi à l'époque, les allers-retours, parce que l'école n'est pas obligatoire. Donc, si tu es malheureux, tu retournes chez vous, tu reviens à l'école. Bon, il n'y a pas d'école obligatoire. Ça, c'est la première partie de sa formation, mais elle est
là durant 6 ans, mais suit, même si elle est absente, on dit que c'était une fille d'une intelligence fulgurante et elle passait les cours, les examens et elle change d'école effectivement à l'âge de 16 ans parce que, aux merveilles, à côté de chez elle, les dames de la congrégation viennent d'ouvrir une école où il n'y a presque pas de pensionnaires. Parce que Villa Maria, on est obligé d'être pensionnaire et c'est pas un petit pensionnat, là, c'est grande pensionnaire où tu sors 3 fois par année. Alors que, là, à l'Académie Saint-Urbain, qui est l'ancêtre du collège Regina Assumpta, un ancêtre d'un collège classique, elle est à 5 minutes de la maison, donc elle revient tous les soirs à la maison et elle fait 2 années là et sort diplômée avec le plus haut niveau de diplôme que des jeunes filles peuvent avoir à l'époque, avec la médaille d'or diplômée. Donc, c'est quand même une éducation le plus maximum qu'on peut avoir. Oui, et assez conforme aux jeunes filles, disons, d'une certaine bourgeoisie canadienne-française, on peut dire ça. Elle passe ses étés à Cacouna, vous le dites bien, là aussi où se retrouve souvent une certaine bourgeoisie. Et elle grandit dans un coin intéressant, le Carré Saint-Louis, et elle se lie d'amitié. Vous disiez qu'elle a une santé fragile et tout ça. Ça ressemble un peu à cet ami, Émile Nelligan. Donc, elle développe un lien. Et le biographe d'Émile Nelligan croit même qu'ils auraient peut-être eu une liaison, mais vous n'êtes pas, vous, convaincu. Parlez-nous de la nature de ce lien. Bon, effectivement, ils habitent très proches l'un de l'autre. Et le biographe d'Émile Nelligan dit « Ah, le soir de la fête des rois, en 1899, Idala invite Émile Nelligan dans sa famille pour couper le gâteau des rois. » Bon, et par la suite de cette magnifique soirée, effectivement, Émile Nelligan va écrire un poème qui va s'appeler « Le roi du souper ». Et il imagine dans un coin les deux qui parlent. Bon, disons que c'est pas possible à l'époque. C'est pas comme ça que ça marche. On imagine, c'est pas possible, une jeune fille n'invite pas un garçon comme ça. Et puis, si Émile Nelligan est là, nous croyons que la bonne raison, c'est parce qu'il fait partie de la même famille. Tout bêtement comme ça, parce que ça ne se peut pas une jeune fille de 18 ans qui invite comme ça un petit garçon du coin, qui est très beau, certes, mais il ne serait pas venu dans la maison. Ouais. Et c'est une parenté, c'est que l'oncle, le moine, Guyon le dit le moine, est marié avec une Hudon. Donc, ils ont la même tante parce que Émile Nelligan, sa mère, est une Hudon. Les même temps de la région de Rimouski, ce qui explique d'ailleurs que tout ce beau monde passe leurs vacances à Cacouna parce qu'on a de la famille, facilité d'avoir une maison. Et donc, ils se connaissent. Elle va quand même à des soirées littéraires. Et lorsqu'ils sont à Cacouna, ces jeunes-là, elle se tient avec une autre poétesse, Marie Beaupré. Donc, ils sont un groupe de jeunes qui sont toujours ensemble. Ils ont exactement le même âge. Ils sont toujours ensemble. Ils ont 6 mois de différence. Et qui ont des goûts prononcés pour les arts, notamment dans le cas de la Saint-Jean, je l'ai dit, mais expliquez-nous, là, elle veut au départ être actrice et elle est mêlée à tout ce mouvement national naissant. Oui. Parlez-nous un peu de cette période. Ben alors, quand Idala termine à l'Académie Saint-Urbain, normalement, une jeune fille, là, on aurait dit, tu te prépares pour ton bal, ta présentation, te marier. Elle a dit non, je veux faire du théâtre. Alors, ses parents, qui ont l'air à bien comprendre ce goût, et elle a un certain talent parce qu'à Villa Maria, elle a suivi tous les cours d'élocution, de chant, elle parle couramment l'italien, l'anglais, et elle est très, très douée. Et elle a fait souvent des pièces de théâtre à Villa Maria. Donc, elle dit d'accord. Et il lui paie une formation auprès d'une comédienne française qui s'est ouverte une école de théâtre. Donc, elle apprend la mise en scène. Oui, parce qu'il n'y a pas de conservatoire à l'époque. Parce qu'il n'y a pas d'école professionnelle et ils acceptent que leur fille de 18 ans fasse cela. Et donc, de fil en aiguille, nous sommes à l'époque où s'ouvre le Monument national, qui est une grande salle de spectacle et qui est le symbole de la réappropriation des Canadiens français de leur culture. Et on décide au Monument national de faire à ce moment-là une série de théâtres. Qui s'appelle Les soirées de famille, et en même temps de développer des cours d'élocution où on formera
où on va former ces jeunes qui vont jouer dans les soirées de famille. Et on dit, bon, ben là, on regarde dans notre famille, puis on dit, bon, on n'est pas pour prendre dans notre famille montréalaise. Et hop, il y a cette jeune qui fait partie aussi de la bonne famille libérale, parce que ce sont tous des libéraux qui sont là. On disait, ben elle pourrait prendre ce cours. Donc, à 19 ans, on la met en charge de la chaire d'élocution au Monument national. Et à partir de là, elle travaille de plus en plus en théâtre. Elle travaille, bon, aux soirées de famille, bien sûr, mais avec Madame Benetti, qui lui l'enseignait, elle fait partie de... Madame Benetti produit des spectacles. Et les spectacles qui sont formés à la fois de théâtre et de musique. Et c'est produit par Madame Benetti, mais est dirigé par elle. Et donc, elle fait plusieurs représentations. Elle se présente au Tara Hall, et dans des grandes salles aussi. Donc, et elle a des critiques absolument extraordinaires. Un critique qui l'appréciait beaucoup, qui a dit si ce n'était pour préserver sa modestie, je dirais qu'elle est à croquer. Donc, il n'oserait plus dire ça aujourd'hui, mais en effet, c'était très... Alors, mais il se produit malheureusement, vous dites 1899, l'année suivante, il se produit un drame dans la famille de Saint-Jean. Le père décède à 43 ans, meurt à 43 ans. Alors là, ça nous ouvre sur justement... Là, elle a déjà commencé à donner des cours de diction. Est-ce que cette mort un peu prématurée va un peu justement réorienter ou enfin va la forcer de devenir soutien pour sa mère? Oui, effectivement. Il va justement peut-être expliquer en partie son célibat? Une chose que ça fait, c'est que ça l'amène, une fois que le père est décédé, on regarde les livres et puis c'est le désastre total. Ah, oui. C'était peut-être un bon orateur, un bon avocat, mais sûrement pas un bon homme d'affaires. La famille est vraiment dans la pauvreté. On déménage du Carré Saint-Louis, on s'en va sur la rue Saint-Hubert et la mère va voir Sœur Sainte-Anaclète. On se connaît, on est tous allés à Villa-Maria, qui est la directrice des études. Et puis, elle dit, bien, Idola doit enseigner. Elle enseigne déjà, elle connaît, elle enseigne déjà au Monument national. Et elle devrait enseigner et la diction dans vos écoles et l'éloquence. Et vous devriez l'engager. La sœur est un peu hésitante, là. Elle dit, mais elle constate qu'elles sont, dit-elle, dans l'extrême pauvreté, mais dit en même temps, ah, Monsieur Robidoux les protège. C'est écrit dans son journal. Il ne faut pas oublier que Monsieur Robidoux, à ce moment-là, est encore secrétaire de la province. Donc, c'est via le secrétariat de la province que passent les subventions aux écoles. Et puis, ça joue peut-être un peu, mais ceci dit, elle se retrouve très rapidement à enseigner dans plein de couvents, d'écoles, mais parce que sa mère, et c'est avec un certain soulagement, je pense que sa mère la voit enseigner, mais Idola ne veut pas laisser tomber le théâtre. Donc, elle continue avec Benetti à faire des tournées et tient absolument à continuer à faire du théâtre. Alors, le temps file, Marie Lavigne. Elle fait un voyage assez intéressant où elle rencontre le premier interprète de Cyrano de Bergerac. Ça m'a beaucoup intéressé. Je suis un peu un fan fini de Cyrano de Bergerac, Constant Coquelin, et qui va être son professeur pendant quelques mois. Mais elle va devenir professeure à McGill. Hein? Ça sera ça, sa carrière. Ouais, c'est ça. Mais juste un mot peut-être sur ce mouvement de valorisation de la langue française à l'époque. Pourquoi elle se retrouve à McGill et de quoi ça participe, ce mouvement de valorisation de la langue française auquel elle contribue finalement dans son enseignement? Ça fait partie, et c'est un peu en lien aussi tout à l'heure quand on parlait de la valorisation du théâtre, hein, le Monument national, où on fait la valorisation parce que à l'époque, là, il n'y a que des compagnies étrangères qui viennent, donc on veut créer des interprètes, des gens qui sont ici. Par la suite, le Québec établit de plus en plus de liens. Il y a un mouvement francophile et un mouvement très, très fort pour renouer les liens avec la France. Et on se fait dire parfois qu'on parle un bizarre de patois. Et ça, là-dessus, ça amène une prise de conscience assez aiguë qui a commencé en 1902 par la création d'une société de la langue française. Et aussi, plus tard, il y aura la Société du bon parler français, mais des sociétés qui travaillent à la
la fois sur la qualité et l'usage de la langue française, des deux volets en même temps, parce qu'on se dit, bon, notre langue, on est en train de la perdre, elle est dénaturée, et on prend conscience que de l'anglicisation extrêmement rapide des gens en Louisiane. On se rend compte aussi de ce qui se passe. Les journaux, plusieurs personnes dans les journaux mentionnent comment, en Nouvelle-Angleterre, la langue disparaît à une vitesse phénoménale. Donc, il y a un mouvement vraiment, une prise de conscience très, très forte que ce qui constitue notre identité comme Canadiens-Français, dans un Canada dans lequel on n'est pas vraiment à l'aise encore, comme société, c'est une base de l'identité. Et là-dessus, les mouvements nationalistes travaillent très fort sur la valorisation de la langue. Donc, les cours de diction sont extrêmement populaires. Autre chose qui est extrêmement populaire, sont les cours d'éloquence. Ah oui. Parce que quand on fait un discours devant les gens, on n'a pas de micro, là. Il faut effectivement avoir une voix qui porte au bout de la salle. Il faut savoir parler devant de grands auditoires. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, elle devient une professeure exceptionnelle en la matière et il y a des gens, beaucoup de gens. Camille Hood va même étudier chez elle quand il est jeune. Là. Les gens apprennent l'élocution avec elle et durant 40 ans, elle sera un monument national. Toute sa vie, elle va enseigner, mais durant ce temps-là, elle enseigne aussi à McGill. Elle commence à enseigner à McGill par un drôle de cheminement. Lorsqu'elle va à Paris étudier, référée par Louis Fréchette d'ailleurs, lorsqu'elle va étudier à Paris, c'est qu'elle veut avoir quelque chose qui ressemble à un diplôme. Un diplôme qui permettre, devant les gens de McGill, de dire « je parle ce français que vous souhaitez entendre ». C'est ça, parce qu'il y avait un peu un snobisme, on pourrait dire, des milieux anglophones. Ah oui, puis dans leur école d'été, même les gens de McGill font très attention. Ils disent qu'ils ont des professeurs francophones, mais qui viennent de France. C'est le français qui est valorisé. Et à cet égard-là, ça tient lieu de diplôme, mais quand elle écrit à un certain moment, parce que quand elle fait la collecte de fonds pour aller en France, elle a le culot de même demander de l'argent à Monseigneur Bruchesi, et puis elle lui dit « Je veux enseigner auprès des Anglais parce que c'est plus rémunératif ». Rémunératif, dit-elle. Donc, elle sait qu'elle va avoir un poste, et son premier poste à McGill est à la faculté de musique pour former à la diction française, les chanteurs qui auront à chanter des opéras en français. Donc, et par la suite, de fil en aiguille, elle donnera des cours à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éducation des adultes, des cours de français langue seconde, et encore plus tard, elle s'occupera des classes d'été, des écoles d'été où les Américains viennent, des professeurs américains de langue française, de français viennent étudier à McGill le français. Très bien. Parlons maintenant de son engagement. Si elle est connue, ce n'est pas comme professeure de diction, même si c'est très important de rappeler tout ça et de montrer aussi qu'elle a eu, c'est assez rare, des femmes de sa génération qui avaient une véritable autonomie professionnelle. Mais donc, on la connaît parce que ça a été une militante, une femme qui s'est battue toute sa vie pour les droits des femmes. Quelle a été la bougie d'allumage? Qu'est-ce qui a déclenché son engagement? Ou est-ce qu'on est capable de retracer ce moment? Je dirais que c'est double. C'est probablement à la fois son expérience personnelle, voyant à quel point sa mère a été démunie lorsque le père est décédé, et sa mère n'avait aucune capacité juridique, et puis finalement, même si elle avait hérité, finalement, ils se sont trouvés dans la pauvreté et cette conquête. Mais c'est surtout à cause parce qu'elle était au Monument national. Et ça, il faut comprendre que le Monument national n'est pas qu'une salle de spectacle à l'époque, c'est un très grand centre culturel où il y a des cours, autant de peinture, des cours de technique, où il y a aussi une bibliothèque, mais des associations qui y vivent. Or, c'est l'association Saint-Jean-Baptiste qui
a fait le monument national. Ils étaient à peu près en déficit, donc c'est leurs épouses regroupées dans la section féminine de l'Association Saint-Jean-Baptiste et qui, après avoir fait ces levées de fonds, ces femmes dont c'est un certain nombre, Mme Béic, Mme Gérin-Lajoie, ces femmes, et Joséphine Marchand d'Endurance, ces femmes-là étaient à la fois proches des féministes anglophones qui venaient de créer le National Council of Women et le Conseil des femmes de Montréal. Et elles se voyaient, et ces femmes se disent mais pourquoi on n'aurait pas ce type de fédération qui serait l'équivalent du National Council of Women, mais pour le Québec, regroupant l'ensemble des organisations charitables de formation au sein d'une même association. Et c'est ce qui amène Marie Gérin-Lajoie et Caroline Béic, toutes les deux, à fonder cette association. Mais ces voisins-là, elle les voit tous les jours, ces gens. Et dès le premier congrès de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, Idola est présente à ce congrès. Elle est présente et fait une partie culturelle, mais rapidement se rend compte aussi, s'embarque davantage dans une association professionnelle qui est l'Association artistique des Dames canadiennes, qui est en quelque sorte un ancêtre de l'UDA, de l'Union des artistes pour des femmes artistes, pour défendre. Donc, elle se retrouve au bureau de direction de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et de fil en aiguille devient intéressée parce que ces féministes sont de très grandes philanthropes et se retrouvent impliquées dans des dossiers pour les jeunes délinquants et elle est engagée par la suite par le bureau d'hygiène de la Ville de Montréal pour travailler dans les quartiers défavorisés, pour faire des conférences pour les femmes, pour les amener dans le cadre de la lutte contre la mortalité infantile. Donc, on passe d'un engagement pour la langue française et il faut dire aussi qu'en étant à McGill, elle avait l'autre patte du côté anglais, à McGill, Carrie Derrick, qui est la première femme professeure d'université, mais aussi présidente de la Montreal Suffrage Association, donc une association suffragiste. Donc, elle tombe avec ces lieux de travail carrément dans la marmite d'un féminisme qui émerge. Alors, en 1922, donc, le gouvernement fédéral donne le droit de vote aux femmes fin de la Première Guerre mondiale. Et en 1922, il y a un mouvement qui s'organise au Québec pour qu'on fasse la même chose pour le Québec. C'était le cas au fédéral, donc on dit tout naturellement. Et ça s'était fait dans les autres provinces canadiennes, entre-temps. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Pourquoi c'est un échec? Parce qu'elle s'est pas mal investie dans ce mouvement pour obtenir le droit de vote en 1922. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et surtout, quelle leçon elle va tirer de cet échec? Bien, c'est-à-dire qu'il y a deux... oui, c'est ça. En premier, on se retrouve... tout le monde est sûr. Et on est vraiment sûr, parce que... Que c'est gagné. C'est gagné, d'autant plus qu'on vient de Idola Saint-Jean avec d'autres. Idola Saint-Jean vient de faire le tour de 29 comtés au Québec parce qu'il y avait eu la première élection où les femmes avaient le droit de vote en 21. C'est ça. Donc, on est sûr. Et il y a même un journal qui met en gros titre l'actualité, qui dit en gros titre les femmes auront comme récompense. C'est elles qui ont fait gagner, enfin, les libéraux qui sont revenus au pouvoir après 10 ans d'absence. C'est évident qu'on leur doit ça. Au fédéral. Elles avaient... C'est ça. Elles avaient eu... C'est-à-dire que... Au niveau fédéral, les libéraux étaient revenus, mais au niveau du québécois, c'était les libéraux, donc... C'était les libéraux, donc, on dit... Sauf que l'association, les libéraux, à ce moment-là, c'est la même organisation. Qu'on soit du fédéral ou du provincial, c'est exactement le même monde. On passe d'une à l'autre. Donc, les femmes vivent le paradoxe. Elles ont créé, pour l'élection de 21, des clubs politiques féminins. Et puis, pour pouvoir voter à Ottawa, mais ne peuvent pas voter au Québec. Donc, tu n'es pas une citoyenne au Québec, mais tu en es une à Ottawa. Mais ce sont les mêmes associations. Là où c'est un échec, alors qu'elles font un immense événement de sensibilisation, ils sont 500 dans le restaurant du Parlement, c'est Taschereau qui dit non. Tout simplement, le premier ministre Taschereau ne veut pas. Pourquoi? Ce n'est pas
pour lui, ce n'est pas important, mais en arrière de tout ça, il y a une question d'identité collective en disant, ben nous, on est différents et c'est pas parce que les Anglais le font, c'est une importation d'Anglais. Il faut dire qu'Henri Bourassa avait fait des grosses campagnes contre le suffrage et on voyait ça que ça détruirait la famille canadienne-française. Taschereau, individuellement, semble-t-il qu'il n'était... Ça ne le dérangeait pas, mais ça fonctionnait beaucoup par... C'est une question qui a été ballottée par opportunisme politique toutes ces années-là. J'ai envie de vous poser tout de suite une question, parce qu'en France, j'ai entendu récemment une explication, parce que la France accorde son droit de vote presque en même temps qu'au Québec, 44, c'est que la gauche républicaine craignait que les femmes soient du côté des traditionnalistes et des curés, et du côté conservateur. Et donc là, au Québec, en 1922, on a des libéraux, dont certains sont proches des Rouges, et qui sont parfois même un peu anticléricaux. Est-ce que ça a pu jouer, ça, cet argument-là? Que les femmes seraient peut-être trop conservatrices qu'elles voteraient contre nous, libéraux? Oui, bien, sauf que c'est un argument qui ne tient pas. Parce que et c'est sûrement pas ce à quoi ils ont pensé à ce moment-là, parce que les libéraux viennent enfin de revenir au pouvoir à Ottawa, en partie grâce aux femmes. Oui. En bonne partie grâce aux femmes. Et le Québec a voté massivement. Et puis... et donc, cet échec... Ce n'est pas ça. Probablement... Donc, on marque effectivement qu'il y a un échec en 22. Et, mais l'explication, la question, on dit pourquoi ça a pris tant de temps? Parce que on pense avoir le droit de vote en 22 et finalement, on ne l'a qu'en 1940. Oui. Il y a 14 projets de loi qui sont déposés, il y a un échec. Une des raisons, probablement, c'était la difficulté, la difficulté ou l'impossibilité de créer des alliances. Au Canada anglais, si les femmes ont eu le droit de vote rapidement dans les provinces de l'Ouest, c'est que c'était très intimement lié au mouvement contre l'alcool, pour la prohibition. Donc, les féministes avaient des alliés, d'accord? Les féministes américaines ont eu de grandes alliées parce que les féministes américaines étaient très impliquées aussi beaucoup de féministes, pas toutes, là, mais beaucoup, dans le mouvement contre la discrimination raciale. Donc, quand on se retrouve avec plus d'un mouvement social, ça joue. Un autre élément qui a sûrement joué aussi, c'est que partout au Canada, tout ce qui est lieu d'exercice, de lieu d'intervention sociale, ce sont des femmes laïques qui dirigent des hôpitaux, ou qui se retrouvent dans certaines positions ou ont un rôle social, un rôle de philanthropie réel à faire. Au Québec, la philanthropie, la seule chose qu'ils veulent de philanthropie pour les femmes, c'est de dire, vous ramassez de l'argent, puis vous les donnez aux religieuses, puis c'est elles qui le font. Donc, tous ces lieux où les femmes développent des nouvelles compétences, des nouvelles capacités, au Québec, ça se fait dans les communautés religieuses. Or, les communautés religieuses sont sous la tutelle de l'Église. Bon. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui fait que dans les faits, il n'y a personne dans son environnement immédiat qui voit de femmes autonomes, parce que les femmes autonomes qui bâtissent des choses, elles sont généralement dans les communautés religieuses. Donc, dans ton environnement, ce que tu vois, ce sont des mères de famille. Donc, tu dis, comme mère de famille, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Donc, c'est cette espèce de... C'est un contexte les femmes mère de famille ou religieuse, hein? Oui, il n'y a pas d'entre-deux. C'est que la sphère publique dans laquelle les femmes sont vraiment investies est sous le contrôle de l'Église. Bon. Alors, en 1922, quand elles se font dire non, et là, c'est la douche froide pour tout le monde, il faut dire aussi que le clergé, même si certains essaie de dire que le clergé n'a rien fait. Monseigneur Roy écrit quand même une belle petite lettre à Taschereau que Nicole Forget a mis en lumière en disant « Il n'est pas souhaitable que la législation au Québec octroie le suffrage aux femmes. » Donc, ils sont clairement contre et vont être contre tout le temps. Chez les députés, ça dépend des moments, des élections, mais ça va prendre véritablement... et c'est là qu'on retrouve par la suite la force d'Ida Saint-Jean. Oui, mais justement, avançons un tout petit peu dans le temps. En 1927, donc, elle va fonder
cette alliance pour le vote des femmes, ou le droit de vote des femmes, enfin, donc cette alliance qu'elle fonde, c'est un peu, je me suis toujours posé la question, et là, en lisant des extraits que vous citez d'elle, d'abord, elle crée une alliance, donc une association nouvelle, alors qu'il y en a déjà. Vous avez parlé de Marie-Gérin-Lajoie, bon, est-ce qu'on est face à une sorte de conflit de personnalité et ou idéologique? Est-ce qu'on est face à une féministe, je dirais, entre guillemets, un peu plus moderne que, par exemple, Marie-Gérin-Lajoie, qui, les spécialistes ont dit qu'elle avait un discours plus maternaliste que féministe. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette nouvelle association? Qu'est-ce qui se cache un peu? Peut-être que nous, on ne voit pas trop, mais il y a quelque chose, visiblement, où on n'est pas au même diapason. Non, effectivement, idéologiquement, il y aura une différence importante, mais à l'origine, c'est que Idola Saint-Jean avait formé le premier avec... Marie-Gérin-Lajoie avait formé le comité provincial pour le suffrage féminin, sauf que 6 mois après que le comité est formé, Marie-Gérin-Lajoie se fait dire « ta Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste ne peut pas se battre pour le suffrage ». Donc, Gérin-Lajoie est obligé de se retirer. Et cette organisation, mais elle est toujours là quand même comme individu et donc veut avoir une approche stratégique différente. D'accord. Chaque fois que Idola mène des propositions pour dire « nous allons convaincre les députés les uns après les autres », on va dire aux députés « si vous êtes pour le suffrage », et Marie-Gérin-Lajoie dit « non, il faut éduquer les femmes ». C'est ce que le clergé voulait. Et là, elle se retire un peu et sa fédération devient vraiment sous le monopole, sous le contrôle du clergé. Elle nomme comme remplaçante Thérèse Casgrain, mais Thérèse Casgrain est très jeune. Et elle a des bébés à la maison. Donc, ce n'est pas une période où Thérèse Casgrain est particulièrement active. Donc, il y a une stratégie et ça éclate le jour où Idola Saint-Jean a compris que si elle voulait que le mouvement fonctionne, il fallait aller chercher des nouvelles alliances. Alors, Idola Saint-Jean fait des démarches, rencontre les syndicats internationaux. Et à cette époque, vous savez, les syndicats qui ont du pouvoir et qui existent, qui prennent de la place. C'est pas la CTCC, ce ne sont pas les syndicats catholiques qui viennent tout juste de naître, c'est vraiment les grands syndicats internationaux et les convainc d'inscrire dans leur plateforme de revendication auprès du gouvernement le droit de vote des femmes. Donc, elle dit, nous avons des nouveaux alliés et là, maintenant, les syndicats vont le demander. Alors, quand les femmes au comité provincial et que Gérin-Lajoie voient ça, disons que ça crée, finalement, ça crée des frictions et il y a une nouvelle direction qui est nommée. Entre-temps, Idola Saint-Jean décide, d'autant plus qu'en plus, Marie-Gérin-Lajoie voulait toujours enlever le mot suffrage. Parce que le mot suffrage est le mauvais mot à ne pas prononcer à l'époque. C'est associé à suffragette, qui était péjoratif, je crois. C'est très, très péjoratif. C'est le lien avec les suffragettes violentes avant la guerre en Angleterre. C'est extrêmement négatif. Et donc, elle préfère de beaucoup s'appeler féministe après ce mot. Bon, vivra un autre destin, mais... et elles veulent faire enlever le mot suffrage. Donc, Idola Saint-Jean dit « je serai libre, je crée ma propre association ». Cependant, la grande force d'Idola Saint-Jean, non seulement d'aller chercher des syndicats, de comprendre qu'il faut développer d'autres alliances, mais de quand même être capable de travailler avec Thérèse Casgrain, Marie-Gérin-Lajoie. Et donc, c'est elle qui relance le mouvement en disant « on ne les laisse pas tomber ». On va aller à l'Assemblée nationale, on trouve un député et chaque année, les 13 années suivantes, mais la plupart du temps, c'est à l'initiative c'est vraiment Idola Saint-Jean. Puis là, voyant ça, Thérèse Casgrain dit bon, on n'a pas le choix, on va suivre. Donc, mais elles ont réussi à faire des coalitions et à travailler de concert toutes ces années. Oui, mais quand même, je me permets d'insister sur la dimension idéologique, puisque quand on lit les extraits que vous citez, c'est-à-dire que Marie-Gérin-Lajoie, elle dit à l'époque, aux gens de son époque, à l'opinion publique, les femmes doivent voter parce qu'elles sont des mères et qu'elles ont donc des compétences en tant que mères que les hommes n'ont pas, qu'elles doivent faire valoir dans l'espace public. Alors que quand on lit Idola Saint-Jean dans les textes qu'elle écrit, elle dit non, 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 nous sommes des citoyennes égales aux hommes. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même registre et on sent que le registre est beaucoup plus, dans le fond, il est beaucoup plus proche de nous.
Est-ce que je me trompe? Je pense que vous citez d'ailleurs Diane Oui, mais Lamoureux. c'est l'élément très, très nouveau qu'amène Idola Saint-Jean. Bon, Idola Saint-Jean, s'il faut parler du rôle maternel, ça ne la dérange pas. Elle est très stratégique. Quand il faut parler du rôle de femme, puis en disant « on est meilleur pour faire ça, on va s'occuper d'éducation », elle le fait. Sauf que sa pensée, qu'elle développe vraiment beaucoup dans le cadre, dans la sphère féminine qu'on revoit, c'est une pensée qui est essentiellement une pensée de démocratique. Nous sommes des citoyennes. Donc, nous ne demandons pas le droit de vote pour remplir notre rôle de mère. C'est sûr que ça prend des femmes c'est les femmes qui élèvent des enfants qui ont peut-être une plus grande sensibilité, ça. Elle ne le niera jamais. Mais elle dit, ça fait partie de la démocratie. Et elle se rattache en cela aux grands idéaux démocratiques, aux grands idéaux libéraux, qui sont notamment le suffrage universel. Elle demande, peut-on parler de suffrage universel alors que la moitié de la population ne vote pas? Elle se rattache aussi à une notion qui était une revendication des Rouges, du vote obligatoire. Elle reprend l'ensemble de cette vision démocratique et une vision très, très républicaine, de laquelle elle est très, très proche et renouvelle complètement le discours. Donc, une Thérèse Casgrain va être à cheval entre les deux, va tenir beaucoup, dépendant des auditoires, un discours maternaliste, mais va aussi adhérer, parce qu'elle est une femme d'une autre époque, adhérer en disant nous sommes en démocratie, c'est complètement normal. Alors, écoutez, il faut dire un mot sur ce combat des 5 Albertaines qui, au milieu des années 20, ça nous donne un peu le contexte aussi dans lequel se bat Idola Saint-Jean. C'est 5 Albertaines qui souhaitent qu'une femme soit nommée au Sénat. Et là, cette histoire-là se rend à la Cour suprême du Canada. Racontez-nous en 2 mots les termes du débat de l'époque. C'est un peu hallucinant pour nous aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Personne. Oui. C'est une Albertaine, on est juge, et qui dit, il n'y a pas de raison que je ne sois pas sénatrice, alors ça va, et ça se rend à la Cour suprême du Canada, et la décision au Canada, c'est de dire non. Au regard de la Constitution du Canada, on regarde les critères pour devenir sénateur. Il faut être une personne de plus de 21 ans, avoir certains titres de propriété. C'est ça, les conditions. Mais, en 1867, quand on a écrit l'acte d'Amérique du Nord britannique, on n'entendait sûrement pas qu'une personne était aussi une femme. Donc, ils font cette interprétation. Qu'une femme n'est pas une personne. Qu'une femme n'est pas une personne, parce qu'en 1867, c'était sûrement pas dans la tête des pères de la Confédération. Évidemment, ça ne fonctionne pas et il faut aller en appel là-dessus. Et l'appel, à ce moment-là, est à Londres, au Conseil privé de Londres. Bon, des fois, on pense que tous les francophones au Québec, même à Ottawa, sont contre l'autonomie des femmes, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est vraiment le ministre de la Justice, Ernest Lapointe, qui s'organise pour que ça ne coûte rien aux Albertaines. Là. Et la cause va, et la décision du Conseil privé à Londres est de conclure qu'effectivement, les femmes sont des personnes. Eh bien, grande nouvelle. Alors... oui, c'est assez... Non, mais c'est ésotérique. Quand on lit ça dans votre biographie, on dit, probablement vous en parlez dans le collectif Clio, j'avais peut-être oublié, mais c'est... Alors... Mais il y a eu un écueil, et un écueil sérieux, qui a été souligné surtout par Claire Verdun, une Américaine, qui a écrit sur l'histoire du suffrage. Et il y a eu un danger très, très sérieux, parce que les parties plaignantes, quand une chose va en Cour suprême, les provinces peuvent aller, n'est-ce pas? On le voit là, régulièrement en Cour suprême. Elles peuvent aller. Et là, les provinces signataires de l'Acte d'Amérique du Nord, dont le Québec veut contester, veut dire non, les femmes ne sont pas des personnes, parce que, comme par hasard, le ministre de la Justice, c'est aussi Taschereau, le premier ministre. Il est logique avec lui-même. Et il se dit, ça se peut pas, là. Je veux pas leur donner le droit de vote, mais elle pourrait être sénateur, elle pourrait être donc, comme c'est les mêmes qualificatifs, elle pourrait être membre du Conseil législatif, donc remettre en cause des lois que nous, on a votées, mais ne pas avoir le droit de vote. Donc,
Et là, Idala Saint-Jean fait une bataille énorme qui a été passée sous silence, mais avec tout ce qui existe de clubs ouvriers, les syndicats mobilisent tout le monde. Et là, l'opinion publique est alertée. Et finalement, le Québec décide de ne pas aller faire de représentation et de ne pas défendre ses droits constitutionnels de contester. Mais il était parti pour contester. Alors là, le temps file encore. Je m'excuse de vous accélérer. 1930, elle est candidate libérale indépendante. Oui. Alors, est-ce que c'est la première fois au Québec qu'une femme, au niveau fédéral, se présentait? Oui, c'est la première élection où il y a deux femmes qui se présentent. Deux femmes. D'accord. Il y a Grace Richie-England qui est choisie par les libéraux, qui sentent qu'ils n'ont pas le choix. Là, Mais ce n'est pas le cas d'Idala Saint-Jean. Idala Saint-Jean n'a pas cette chance. Les libéraux ne la choisissent pas parce qu'elle était très dure, parce qu'à ce moment-là, elle écrit une chronique dans le Montreal Herald et elle est extrêmement critique face au gouvernement. Et elle attend, et finalement, elle décide de se présenter comme libérale indépendante. Oui. Bon, ça fait un choc. Et là, c'est alors qu'elle avait toujours été très, très proche, milité dans les clubs libéraux. Là, à ce moment-là, c'est la rupture totale avec les libéraux. Elle se présente. Elle a un programme politique qu'elle écrit d'ailleurs en français, en anglais et en italien. Elle fait différentes assemblées. Évidemment, elle est battue. Elle arrive troisième, mais elle a une plateforme essentiellement féministe. Oui, et ce qui est très, très différent. Elle dit, moi, je me présente pour faire connaître les droits des femmes. Elle dit, pour que vous disiez comme électeur que vous en avez assez de voir les injustices auxquelles les femmes du Québec sont soumises, notamment avec une condition juridique inférieure à celle des autres Canadiennes. Donc, c'est carrément une campagne, mais elle parle d'autre chose. Oui, bien voilà. Et ça, justement, parlons rapidement, il nous reste déjà malheureusement que 5 minutes, mais parlons rapidement des autres grands combats sociaux qu'elle a menés. Vous insistez beaucoup là-dessus. Donc, tout le combat politique d'Idala Saint-Jean ne porte pas seulement sur le droit de vote, c'est très important, mais 2, 3 autres combats importants qu'elle a menés? Le front du travail des femmes est extrêmement important. Du travail, elle en parle, elle demande la journée de travail de 8 heures quand elle se présente, mais elle est à la commission du salaire minimum pour les femmes. Elle a constamment des revendications autour de la condition économique des femmes et aussi elle est associée à une association internationale où le principal débat, le principal combat est autour de réussir à avoir un traité international pour avoir des droits égaux des femmes sur le marché du travail. Donc ça, c'est une ligne de force qu'on retrouve tout au long de sa carrière, la défense des droits des femmes au travail. Il y a le projet de loi, d'un député Francoeur qui veut interdire le travail des femmes le temps de la crise économique. Elle mène une très grosse bataille là-dessus. Chacun des éléments autour des droits du travail est extrêmement important. Elle sera aussi une très grande pacifiste. Quand Robert Rumilly l'interview... Qui n'est pas tout à fait de sa famille idéologique. Qui est plutôt très conservateur et antiféministe, mais il est obligé de dire, à l'entendre, on devient féministe. Mais il écrit à la phrase suivante, « Mais je constate qu'elle est aussi féministe que pacifiste. » Et c'est une pacifiste. C'est une génération de gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale. Et là, dans les années 30, on voit se poindre un conflit mondial qui s'annonce à nouveau malgré l'existence d'une société des nations. Alors, elle s'engage très, très activement. Elle est présidente d'un comité qui est un comité qui existe dans l'ensemble du Commonwealth, d'une association de l'Empire, mais pour la paix. Mais elle préside ce comité au Québec. Elle organise des conférences et
ça ne la dérange pas, que ce soit avec des Anglais ou avec d'autres. Elle invite même Henri Bourassa, qui est le pire ennemi des féministes, à une grande conférence qu'ils organisent, que l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec, il faut le faire, Henri Bourassa, invité par l'Alliance pour le droit de vote des femmes, devant 800 personnes, et Henri Bourassa, qui est devenu pacifiste à ce moment, fait une grande conférence devant un auditoire impressionnant. Donc, le pacifisme est vraiment une ligne de force et qu'on retrouve, et elle fait beaucoup d'interventions après pour le droit des peuples. Ça, donc, ces deux aspects... Oui. Mais un mot là-dessus sur son pacifisme, est-ce que ça va jusqu'à... est-ce que ça verse parfois, durant la Deuxième Guerre mondiale, dans une forme d'isolationnisme? Le Canada n'a pas à se mêler de ce qui se passe en Europe. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça mouille un peu dans tout le débat sur la conscription? Dans le débat sur la conscription, effectivement, elle est contre la conscription et là-dessus, mais c'est pas autant qu'à la Première Guerre mondiale. Mais elle est aussi très, très embêtée, comme beaucoup de francophiles sont embêtés, face à ce retrait. Des gens pour qui la France est vraiment la mère patrie, des amoureux profonds de la France, et de dire... Alors, cette France qui s'est effondrée, ça les bouleverse. Donc, alors, écoutez, juste rapidement, elle va mourir en 1945 dans des circonstances un peu mystérieuses. Qu'est-ce qu'on sait de cette mort un peu foudroyante, très rapide? Oui. Bien, elle était probablement malade et ne le disait pas, parce que on a vu dans des archives des commandes de médicaments, de choses comme ça. Elle était probablement malade. C'était, mais les gens pouvaient avoir un cancer et souvent c'était diagnostiqué très tardivement. Et comme c'était une femme très, très active, elle a continué à travailler. Donc, on ne peut pas savoir exactement de quoi elle est morte. Bon. Mais ce qui est le plus mystérieux, c'est son testament. Ah ça, oui? 30 secondes pour nous le résumer. On a pensé que c'était toujours une célibataire. Elle était probablement une célibataire, mais elle a probablement eu des amours dans sa vie parce que, bon, les gens de son association ont dit qu'elle avait laissé ses biens pour des messes, mais en réalité, elle avait maintenant 3 maisons. C'est une femme d'affaires aguerrie et elle laisse tous ses biens à un Italien qui s'appelle Angelo Amighetti et qui est quelqu'un qu'elle avait accueilli quand il était venu. Qui est élu entre ces personnes, on ne le sait pas, mais il a été son héritier. Et grâce à lui, il y a un beau monument au cimetière Côte-des-Neiges qu'il a fait ériger pour Idola Saint-Jean. Marie Lévigne, merci infiniment pour cet entretien. Donc, si vous voulez en connaître davantage sur la vie d'Idola Saint-Jean, il faut absolument lire la biographie Idola Saint-Jean, l'Insoumise, qui a été publiée en 2017 et qui est coécrite avec Michel Stanton-Jean. Merci beaucoup et à bientôt.